Je passe la parole à Monsieur Fabrice Bernat, qui est psychiatre, professeur au CHU de Strasbourg, responsable du centre expert schizophrénie, et qui va nous parler plus particulièrement du décalage entre les recommandations thérapeutiques issues du domaine médical, la façon dont ces recommandations sont appliquées sur le terrain, et aussi leur perception ou acceptation par les usagers. Et donc là, il semblerait qu'il y ait du décalage. Et donc, Monsieur Bernat, nous vous écoutons. Merci pour votre remarque également, puisqu'elle me permet de faire une transition toute facile avec le sujet dont je vais parler à présent. C'est un point pour rectifier aussi sur le programme. Je ne suis pas responsable des centres experts au niveau national. Je m'occupe du centre expert schizophrénie. Je ne suis pas responsable des centres experts au niveau national. Je m'occupe des centres experts schizophrénie, en binôme avec le professeur Chourov de Créteil, et plus spécifiquement du centre expert schizophrénie de Strasbourg, qui est, je dirais, dans la grande région, le seul centre expert schizophrénie actuellement en place. Donc, le sujet de mon propos aujourd'hui, c'est de vous partager, quand on parle de rétablissement, on parle de modèles de soins, on parle de modèles de représentation des troubles psychiques aussi. Et s'intéresser à ces modèles, ça veut dire questionner les représentations, les croyances, les pensées que l'on a au sujet de ces thématiques. Et en m'intéressant à cette question, je me suis rendu compte qu'une littérature assez intéressante existait, montrant les décalages qu'il peut y avoir entre les représentations des soins, des médicaments, du côté des usagers et du côté des soignants, également du côté des familles. Pour autant, ces trois grandes catégories d'acteurs travaillent ensemble pour aider les patients, mais ces représentations, ces pensées au sujet de ce dont on traite ne sont pas forcément aussi explicitées. Chacun vient un peu avec son modèle sans trop comprendre quel est le modèle de l'autre. Et je vais essayer de vous illustrer avec quelques données comment finalement on peut comprendre ces incompréhensions, ces difficultés à se faire comprendre, notamment dans la question de l'observance thérapeutique. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que je disais sur la question du déni de la maladie. Je parlais du déni de la maladie par les usagers eux-mêmes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le déni de la maladie des familles, des patients qui peut aussi intervenir dans des difficultés d'acceptation de la maladie. Vous comprenez bien que si l'entourage... Alors je ne dis pas, c'est pas une critique ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire il y a des mauvais, il y a des bons objets, mais c'est sûr que si l'entourage est dans ce déni de la maladie, ça ne va pas aider la personne à l'accepter et à observer un traitement. Donc, mais c'est vrai que c'est important de penser qu'il n'y a pas que le médicament non plus, ce qu'a dit monsieur Hamon d'ailleurs. En attendant que le PowerPoint se lance, c'est pas grave, je vais vous le faire a cappella, a priori, il n'y a pas forcément besoin d'images pour tout. La première chose sur laquelle je voulais commencer, c'est de dire que une première façon d'illustrer les décalages dans les représentations que l'on a des soins, c'est de partir de la question des médicaments. Je pense que c'est une des plus simples. Puisque dans le domaine médical, le référentiel des médecins qui est censé guider leur prescription, c'est un certain nombre d'études scientifiques qui sont menées sur les médicaments, de méta-analyses, de données combinées, d'études qui permettent de guider finalement la démarche du choix du médicament. Pour autant, derrière, il y a des patients qui vont les prendre, ces médicaments, et les patients ont eux-mêmes leur propre représentation des traitements. Des représentations qui sont en partie nourries par des données de la science qu'ils peuvent lire dans la grande presse, mais de loin pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une autre source d'influence liée à la presse médicale, liée aux réseaux sociaux, liée à un tas d'autres sources qui vont connoter la représentation du médicament dans le grand public. Et ça, on en a des illustrations, par exemple, avec des livres qui ont fait grand tabac sur ce livre sur les 400 médicaments inutiles, écrit par deux professeurs d'université qui sont là aussi deux médecins, deux référents du monde universitaire, mais qui vont aller un peu à contre-courant ou provoquer un peu l'idée que tous les médicaments que l'on prescrit reposent sur des évidences extrêmement robustes. Être en double tâche, ça permettra de... Une autre illustration de ce domaine qui a particulièrement marqué l'opinion ces derniers temps, c'est la question des vaccins. Puisque on voit bien que derrière un certain discours médical
montrant tout l'intérêt en fait, d'une protection vaccinale, eh bien, ce que dit l'opinion publique, ou ce que disent même certains universitaires au sujet des vaccins, va faire un peu basculer la représentation de ces traitements et rendre certains très sceptiques, voire méfiants par rapport à ces traitements. Et là, il n'est pas question de science, il est question de communication et de représentation sur ces traitements. Et donc c'est extrêmement important de prendre en compte ces éléments-là, puisque si on considère que le patient va simplement adhérer au modèle médical et adhérer aux publications scientifiques, les choses le tour sera joué, eh bien c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Alors, donc, quand on s'intéresse aux questions des représentations, on va s'intéresser, au-delà de la question des médicaments, aux représentations de la maladie et aux représentations des soins. Et une étude que j'aime bien citer dans ces cas-là, c'est une étude qui a été réalisée il y a quelques années déjà, qui... on peut rebasculer sur l'ancienne diapo parce qu'il y a un gros souci technique. Une étude qui montrait, qui était la suivante. Donc elle partait d'un cas clinique un peu standard, d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui a eu différentes difficultés dans son adolescence, qui a commencé à fumer un peu des joints à son adolescence, et puis qui, au décours d'une rupture amoureuse et de difficultés professionnelles, va déclencher un premier épisode psychotique. Et puis on demande à différentes catégories de personnes d'évaluer un peu, selon eux, à quoi est dû le déclenchement de cet épisode psychotique chez ce sujet. Et on va écouter un peu ce qu'il raconte et on va se rendre compte que chacun a une lecture assez différente finalement face à la même situation. Les médecins vont dire, très simple, c'est une schizophrénie, c'est un épisode psychotique, il y a de la biologie derrière, c'est un dysfonctionnement des systèmes dopaminergiques, il faut lui mettre un traitement antipsychotique. Quand on questionne ensuite d'autres catégories de professionnels, eh ben on va avoir des réponses peut-être un peu plus nuancées. Certains vont se dire, bon, il y a peut-être un peu de biologique dedans, mais en fait, c'est certainement, mettons, l'environnement familial qui est en cause ou les stress professionnels qui ont causé son épisode. C'est juste un passage de stress qui va se résoudre sans trop de difficultés. Quand on questionne les patients eux-mêmes, quand on leur demande, donc des usagers de la santé mentale, quand on leur demande d'évaluer la même situation clinique, eh bien finalement, quelques-uns vont plutôt adhérer au modèle médical, donc à l'idée qu'il y a un dysfonctionnement biologique à l'origine de ce qui est problématique pour cette personne, mais un certain nombre d'entre eux ne vont pas adhérer du tout à ce modèle. Et donc, voici un peu les résultats de cette étude qui ont montré que lorsqu'on fait évaluer donc, le même cas clinique à différentes catégories de professionnels, les médecins vont avoir tendance, donc, comme je vous le disais, à avoir une vision très médicale, à considérer que c'est une pathologie mentale qui se révèle, vont évoquer éventuellement quelques distorsions cognitives qui ont pu conduire ce patient-là à se sentir persécuté en lien avec des événements, par exemple, au travail. Mais vous voyez que quand on s'intéresse à ce qu'en pensent des infirmières, par exemple, qui travaillent également en psychiatrie, eh bien seulement 60% d'entre elles vont considérer que c'est le modèle médical qui permet le mieux de rendre compte de la situation présente. 25% vont invoquer plutôt des éléments sociaux, donc le contexte social dans lequel évolue le patient qui explique ses symptômes. Et chez les patients, vous voyez deux types de populations. Une qui répond à peu près dans les mêmes proportions que les infirmières, donc 60% adhérant au modèle médical et à peu près 30% au modèle social. Et puis une catégorie 2 qui vont fortement adhérer au modèle social, c'est la société qui a rendu ce sujet malade, et même au modèle conspirationnel, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grande organisation qui est à l'origine de ce qui arrive comme événement malheureux à ce jeune garçon. Pourquoi évoquer ça? C'est simplement pour vous dire que face à la même situation, les représentations et la compréhension de la situation vont être différentes. Et ça, c'est à l'évidence quelque chose qui va affecter aussi les usagers en santé mentale. Une autre étude a montré d'ailleurs que des sujets en plein épisode psychotique adhèrent volontiers à la thèse médicale de leur épisode, c'est-à-dire acceptent volontiers l'idée que c'est peut-être probablement que leur épisode est lié à un problème biologique lorsqu'ils sont en épisode aigu. Mais une fois qu'ils sont sortis de cet épisode aigu, c'est plus ce modèle-là qui leur parle. C'est plus ça qui leur fait dire, oui, si je suis malade, enfin, si j'ai eu des difficultés, c'était à cause d'un problème biologique. Ils commencent à relier cet épisode-là à autre chose qu'à une cause biologique. D'où, par exemple, les arrêts de traitement. Parce que cette représentation-là n'est pas quelque chose qui est durable. Maintenant, autre série d'études. On pose la question à des étudiants en médecine, qu'est-ce que c'est pour vous la guérison pour un
une personne qui a présenté un épisode psychotique. Réponse, pour des internes ou des étudiants de médecine, être guéri, c'est quand le psychiatre a dit que le patient était guéri et quand le patient accepte sa maladie. On pose la même question. Pardon ? Quand le patient accepte sa maladie. Ouais. Ça, c'est la réponse que donnent les médecins. On pose la même question à des patients, à des usagers. Qu'est-ce que c'est pour vous être guéri ? C'est ne plus avoir besoin de médicaments, et c'est même pour certains la condition sine qua non pour se considérer comme guéri. Autre réponse, avoir un emploi fixe, avoir des relations amicales satisfaisantes. Ça va bien avec les notions de rétablissement, on l'entend bien. La question du médicament est une question un peu sensible, comme on l'entend. Et ça, je pense que ça surprend personne quand je dis ça, c'est que beaucoup de nos patients nous rapportent ça. Moi, je serai guéri quand j'aurai plus besoin de médicaments. La guérison ne peut pas être acceptée avec un médicament. Donc, premier élément, par exemple, de décalage entre la pensée médicale et la pensée, ce que peuvent en dire les usagers. Maintenant, quand on pose la question aux patients, quels sont les symptômes qui vous gênent ? Des patients qui souffrent de symptômes psychotiques. Quels sont les symptômes réellement qui vous gênent dans votre quotidien ? En fonction de ça, c'est quel type de traitement on doit vous proposer qui répondent aux symptômes qui vous gênent vraiment. Et ça, c'est une étude que j'ai menée lorsque j'étais en postdoc en Allemagne. Le titre est un peu provocateur, c'est « Le client a toujours raison ». Le client est toujours roi. Donc c'était une enquête en ligne où on a posé la question aux patients, quels sont les symptômes qui vous gênent dans votre quotidien ? Quels sont les traitements dont vous avez bénéficié ? Et qu'est-ce qui est pour vous ? Quels sont pour vous les traitements qui marchent ? Ça paraît des questions un peu de bon sens quand on entend ça. Pourquoi poser la question ? C'est parce que, en réalité, Donc, quelle est la réponse ? Les patients nous disent, moi ce qui me gêne le plus en fait, c'est le manque d'estime de moi-même, le manque d'énergie, j'arrive pas à me lever le matin, j'arrive pas à faire des choses, ma dépression et mon anxiété sociale. Arrive très très loin derrière le sentiment d'être persécuté, les idées délirantes ou le fait d'entendre des voix. Or, la plupart des traitements que l'on donne en première ligne pour les patients avec schizophrénie, c'est on traite leur délire, on traite leurs hallucinations. Alors, il y a des biais à cette étude, c'est des patients qui sont plutôt stabilisés, donc on peut critiquer ça, mais néanmoins je trouve ça pas inintéressant de montrer à quel point il peut y avoir un décalage dans les priorités perçues du côté des médecins et du côté des patients. Donc à l'évidence, les traitements qui marchent, quand on pose la question aux médecins, c'est les traitements basés sur les preuves. C'est la remédiation cognitive, c'est les TCC pour le délire et les hallucinations, c'est tout un tas de conférences de consensus qui guident notre approche. Et puis, on dit la psychanalyse ou les thérapies de soutien, l'horticulture, les thérapies par les animaux, etc. Tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas validés, ça ne sert à rien. C'est un peu les discours en raccourci qu'on peut avoir côté médical. Quand on pose la question aux usagers, qu'est-ce qui a marché pour vous et qu'est-ce que vous avez reçu comme traitement et qu'est-ce qui a vraiment marché pour vous ? Ils citent en premier la thérapie par la parole et la thérapie psychanalytique. Cette étude, elle a été faite à Hambourg. Hambourg, c'est quand même pas l'endroit où, je dirais, la psychanalyse est roi et où les thérapies cognitives sont pas connues. Au contraire, c'est une des universités de pointe en Allemagne où les thérapies cognitivo-comportementales et ces approches, je dirais, plus modernes sont très développées. Malgré tout, c'est quand même ce que citent les patients en premier. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent précisément derrière ces termes ? On n'est pas complètement sûr, mais néanmoins, je trouve pas inutile de l'évoquer. En troisième position, ils citent l'art-thérapie. Alors que justement, ça fait partie des choses que dans plusieurs hôpitaux, on a tendance à mettre de plus en plus de côté, considérant que c'est pas validé. Comme vous le voyez, on peut avoir confiance un peu dans ces résultats aussi par le fait que les patients citent assez précisément que les médicaments les aident. Donc ça apparaît peut-être assez loin, mais c'est quand même quelque chose qui est perçu comme intéressant. La TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, arrive bien loin derrière. Alors, tout ça, c'est encore une fois à prendre avec beaucoup de nuances, mais c'est juste pour insister sur le fait que les représentations peuvent être assez décalées entre ce que voient les usagers et ce que voient les médecins. On peut s'intéresser aussi à pourquoi, finalement, les patients arrêtent leur traitement. Vous avez dit, et c'est vrai que c'est la réponse classique, c'est les patients arrêtent leur traitement parce qu'ils n'ont pas conscience de leur maladie. Ou bien parce qu'ils ont une croyance erronée quant à leur maladie. Ou bien parce qu'ils considèrent que le traitement a des effets indésirables et que c'est pour ça qu'ils les arrêtent. C'est un peu souvent les arguments qui sont évoqués. Pareil, autre étude en ligne, derrière le usual suspect, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment examiné toutes les
toutes les causes possibles. Donc, autre enquête Internet auprès de patients avec schizophrénie, on leur demande est-ce que ça vous est déjà arrivé au cours de votre parcours d'arrêter des médicaments et pour quelles raisons vous les avez arrêtés. L'avantage d'une enquête en ligne, c'est qu'on n'est pas dans un face-à-face avec un médecin où on se dit si je lui dis vraiment ce que je pense, il va me juger. Donc là, c'est en ligne, ils peuvent se lâcher assez librement sur qu'est-ce qui a motivé leur choix. Donc voilà, cette enquête posait 3 questions assez simples. Est-ce qu'on vous a prescrit un traitement antipsychotique ? Est-ce que vous le prenez comme il est prescrit ? Et quelles ont été les raisons de la non-adhérence au traitement ? Également de l'adhérence, mais je passerai un peu là-dessus. Donc quand on analyse les réponses, en premier sortent effectivement les effets secondaires. Ils ne vont pas dire le manque d'insight, c'est à l'évidence, mais bon, les effets secondaires, le fait qu'ils sentent mieux son traitement, ça se comprend assez facilement, la peur d'une dépendance au traitement. Est-ce que souvent les patients vous parlent de ça ? Ouais. Je sais qu'en termes médicaux, dans ma consultation, c'est rare que j'ai entendu des patients me formuler cette crainte de cette façon-là, en fait, d'une dépendance aux médicaments. Et en troisième aspect, eh bien, des aspects positifs de la psychose qui leur manquent quand le traitement est en place. Et notamment le fait que les voix peuvent être parfois utiles, ou qu'ils se sentaient plus forts, plus en confiance avec eux-mêmes, avec certains de leurs symptômes. Là aussi, je pense que c'est intéressant de prendre ça en compte. Ça veut dire que si on n'aborde pas ces questions-là de façon très explicite avec les patients, ils vont arrêter les traitements. Et nous, on va penser que c'est pour une certaine raison, alors qu'en fait, il y a d'autres choses qui les motivent, dont il faut discuter. Ces décalages qu'il peut y avoir aussi dans la représentation des traitements, c'est des choses qu'on a évaluées dans 2 études en ligne, dont une qui est sortie la semaine dernière, sur finalement des biais cognitifs dans le choix d'un traitement qui ne sont pas du tout spécifiques des patients et qui en fait affectent tout le monde. Dans cette étude, pour vous la faire très courte, on posait la question à des sujets en ligne, donc c'était une enquête en ligne auprès de 2000 personnes en population générale, et on leur disait, essayez de vous imaginer, vous êtes face, au cours de votre vie, vous êtes face à tel ou tel type de symptômes d'une maladie chronique. Donc, vous souffrez d'une maladie chronique qui est marquée par des épisodes et par des rechutes. Et cette maladie se manifeste par tel et tel type de symptômes, et on présentait des symptômes de schizophrénie sans dire que c'était de la schizophrénie. Et on comparait ça à d'autres pathologies somatiques, par exemple les symptômes de la sclérose en plaques ou de la polyarthrite rhumatoïde, sans nommer la maladie là encore. Et on leur disait, si vous aviez ce type de symptômes, quel traitement vous choisiriez pour vous ? Et on leur proposait toute une liste de traitements, des médicaments, une injection, des thérapies alternatives, de la psychothérapie, des soins spirituels pour être complètement exhaustif, ou pas de traitement. Ce que cette étude a montré, c'est que donc chaque personne qui entrait dans cette étude devait imaginer que son comportement, en comparant des maladies à expression somatique et des maladies à expression psychiatrique. Ce qu'on a montré, c'est que face à des maladies qui ont le même niveau de rechute, le même niveau d'intensité de symptômes, les personnes sont moins enclins à accepter un traitement pharmacologique quand il y a une maladie chronique à expression psychiatrique, quand il y a une maladie chronique à expression somatique. C'est-à-dire qu'il y a déjà spontanément dans la population générale un biais négatif pour le modèle biologique des troubles psychiques qui les amène à se dire peut-être que c'est autre chose dont j'ai besoin et pas d'un médicament. Et ça, on a déjà d'autres éléments de la littérature qui nous le disent. C'est quand on a des patients, par exemple, qui souffrent de schizophrénie et d'une maladie somatique chronique, eh bien, ils sont plus observants pour leur traitement somatique que pour leur traitement psychiatrique. Donc il y a comme ça un biais contre le choix l'acceptation d'un traitement psychiatrique. Dans la question est-ce que vous préférez les comprimés ou les aiguilles, c'est le titre du deuxième article. La question qu'on a adressée, c'est finalement un des traitements de choix qu'on aime bien en psychiatrie, c'est les traitements injectables à action prolongée. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est très bien pour prévenir les rechutes et pour permettre aux patients d'être plus observants. Donc c'est un traitement de prévention des rechutes. On pose la question en population générale, si vous aviez une maladie chronique, expression psychiatrique ou somatique, dans quel cas vous préfériez prendre un traitement à action prolongée par rapport à des comprimés ? Et donc on s'attendait à ce que ce soit pour des maladies qui ont tendance à rechuter souvent, parce que c'est pour ça que ces médicaments sont prévus. Eh bien non, les personnes préfèrent en fait prendre des traitements injectables quand la maladie a des symptômes très aigus et lorsqu'elle rechute peu. C'est contrairement
ça va complètement à l'opposé de ce pourquoi on pense les médicaments utiles. Quelle est la raison derrière? Probablement simplement parce que la piqûre a une représentation de traitement de choc, de traitement aigu pour des symptômes forts, mais pas forcément pour prévenir les rechutes. Alors, il y a bien sûr toute une éducation à faire, mais on a même montré que la connaissance sur la pharmacologie de ces molécules n'avait aucun impact sur la décision. Le seul élément qui peut être un facteur de choix d'un traitement injectable, c'est les avantages qu'on perçoit à ce type de traitement, et même pas les connaissances sur la pharmacologie de ces traitements. Donc ça, c'est important aussi, puisque on pense expliquer les choses à nos patients, on pense leur faire comprendre notre modèle de pensée, mais derrière, on n'est pas du tout sûr que la réception se fasse comme on l'imagine. Une petite liste, mais je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif là-dessus. C'est quelques résultats d'études qualitatives qui sont intéressés aux représentations des usagers sur les services de réhabilitation, et notamment la question « Comment vous pensez que les services de réhabilitation devraient être pour répondre à vos attentes ?» Il y a un auteur qui s'appelle Stephen Parker qui a mené beaucoup de travaux extrêmement intéressants sur ce sujet. Ici, cette étude-là, je vais vous détailler un peu ce graphe, c'est une étude qui questionne les usagers sur leurs attentes des critères ou des caractéristiques que devrait avoir un service de réhabilitation qui prône justement ces valeurs de réhabilitation. Et donc, pour vous détailler un petit peu ce que dit ce graphe, c'est pour les personnes qui en bénéficient, ils attendent que l'équipe qui va les accueillir soit très soutenante, disponible, et moins un regard clinique qu'un regard surtout tourné vers leurs propres objectifs et leurs propres priorités. Que le soutien soit surtout tourné vers justement des éléments très concrets, pratiques et pas trop sur les soins, soit très individualisé, prône surtout l'activité et non pas la passivité, et que les règles qui encadrent ce milieu de soins soient plutôt souples, pas trop intrusives, pas trop contraignantes, pas trop stressantes. En gros, ce que disent ces études, c'est le modèle de représentation des soins de réhabilitation pour ces usagers, c'est quelque chose qui est en miroir en fait des déceptions que leur ont apporté les services de soins classiques, avec justement une passivité qui est plutôt induite par le milieu de l'hospitalisation, un pouvoir de décision qui est plutôt amoindri du fait du contexte de l'hospitalisation. Et donc un souhait important d'une approche personnalisée soutenant leur choix. Dans une deuxième étude, c'est un questionnement qui s'adressait à différents professionnels travaillant dans ces unités pour essayer de voir également quelles étaient les attentes et les compréhensions des fonctions finalement d'un service de réhabilitation chez ces patients. Et ce qu'on voit, c'est que là encore, les valeurs qui ressortent et qui sont mises en avant, c'est l'importance du rétablissement personnel et des différentes valeurs qui y sont liées. Mais un autre élément qui n'était pas tout à fait anticipé dans cette étude, donc dans une approche qualitative, c'est un des facteurs de motivation de ces personnes qui entraient dans les services de réhabilitation, c'était le fait d'avoir une place au moins assurée pendant un certain temps, du fait d'une grande précarité liée au logement, qui n'était pas forcément directement liée à la vocation première de services de réhabilitation, et je dirais comme une zone un peu tampon ou refuge en attendant un après de ces services. Et puis, j'ai trouvé une étude également qui confrontait un peu les points de vue entre les soignants et les médiateurs de santé pairs dans ces équipes qui prennent en charge justement des usagers de santé mentale, montrant que globalement, ces connaissances sur le rétablissement étaient assez partagées et les valeurs étaient assez facilement partagées. Bon, ils avaient été formés pour, donc on peut assez facilement le comprendre. Par contre, il y avait une petite différence subtile de point de vue qui était notée, avec des usagers qui considéraient ces espaces justement de réhabilitation comme une opportunité de transformation personnelle, dans une vision assez large d'une progression personnelle et d'une réalisation de ses buts, alors que le staff, plutôt côté clinique justement, voyait surtout cette approche de réhabilitation comme un terrain d'entraînement, avec plutôt au second plan cette notion des valeurs personnelles. Alors c'est une question un peu de priorité entre les deux, mais alors même qu'il y avait une certaine communauté de points de vue sur l'ensemble, on pouvait voir ces subtiles différences dans la représentation de ces lieux de réhabilitation qui ne sont pas inutiles à prendre en compte justement, parce que dans notre discours, c'est quelque chose qui peut nous imprimer un peu malgré nous. Puis une dernière étude que je voulais vous citer sur les connaissances du rétablissement, ça c'est une étude qui s'est intéressée à comparer
les connaissances des équipes médicales sur les différentes notions du rétablissement, notamment les attentes que peut avoir un sujet dans un parcours de rétablissement, le rôle de l'autodétermination et du rôle des pairs dans le parcours de réhabilitation. Et donc, ils ont évalué ces connaissances-là dans des équipes de soins en Irlande et évalué 5 ans après comment ces connaissances avaient progressé dans les équipes. Et là, c'est un sujet qui rejoint tout à fait ce que le professeur Passerieu évoquait au début, c'est on est dans une phase de transition en France avec un changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il en est et comment on peut mesurer cette avancée-là? Les résultats de cette étude sont un tout petit peu décevants, montrant que, en gros, le seul facteur qui permet de modifier un peu les représentations, c'est d'avoir fait une formation sur le rétablissement, une formation formelle, pas juste une imbibition comme ça par contact avec des pairs. Mais que le facteur temps, finalement, avait peu été source de modification, donc les connaissances, finalement, au bout de 5 ans, avaient peu bougé dans les équipes. Bon, c'était un élément à prendre en compte aussi dans les représentations pour dire qu'il ne faut pas se contenter simplement de se dire on diffuse des concepts, les méthodes s'implantent et les mentalités vont bouger avec. Il faut une formation plus directe pour que les choses bougent. Donc pour conclure, les questions de biais de représentation, elles sont assez larges, elles ne concernent pas que la question du médicament, mais je pense qu'elles sont très importantes justement quand on s'intéresse au rétablissement, parce que dès lors qu'on n'a pas clarifié le mode de représentation de la maladie, des traitements et des parcours de rétablissement par les différents acteurs qui sont impliqués, eh bien, on risque de penser se comprendre sans se comprendre réellement. Donc, il est important de bien identifier et repérer ses propres biais cognitifs. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Bernat.